Parfois, sans crier gare, quelque chose se produit qui bouleverse le rythme habituel de la vie, un regard, un mot, une coïncidence, impossible à ignorer. Et à cet instant même, si nous ne le savons pas avec certitude, quelque chose en nous reconnaît que ce n'est pas un hasard. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà senti qu'une rencontre avait un but plus grand que ce que vous pouviez expliquer? Carl Jung ne croyait pas aux coïncidences vides de sens. Pour lui, les faits les plus significatifs de notre existence ne sont pas le fruit du hasard, mais des expressions d'un ordre plus profond, invisible et symbolique. Il appelait cela la synchronicité. En amour, ce concept prend une force dévastatrice, car parfois, il ne s'agit pas seulement de rencontrer quelqu'un, mais de sentir que tout semble avoir conspiré pour que cela arrive, le lieu, le moment, l'état émotionnel. Et quand cela se produit, quand ce croisement de chemin est aussi parfait qu'improbable, on sent que l'univers essaie de dire quelque chose. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut être que cette histoire a aussi quelque chose à vous montrer. Abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin, car ce ne sera pas seulement une histoire d'amour, ce sera un voyage au plus profond de votre âme. Il y a des connexions qui ne s'expliquent pas, elles se sentent, des personnes qui semblent arriver, non pas quand vous les cherchez, mais quand vous êtes prêt, même si vous ne le savez pas encore vous-même. Parfois elles viennent comme une brise chaude, d'autres fois comme une tempête qui remue tout, mais elles apportent toujours un message caché. Une partie de vous est appelée à s'éveiller. Jung affirmait que nous partageons tous un inconscient collectif, un espace invisible où habitent les archétypes universels, les figures symboliques qui façonnent nos expériences les plus intimes. L'amant, l'ombre, le sage, l'enfant blessé, tous vivent en vous, attendant d'être reconnus. Et souvent celui qui apparaît sur votre chemin est le miroir qui vous permet de les voir. Il y a des personnes qui non seulement arrivent, mais qui ouvrent des portes intérieures que vous aviez oubliées. Ce n'est pas qu'elles aient la clé magique, c'est que leur présence active des mémoires, endormit des blessures, que vous ne saviez pas encore ouvertes, des désirs que vous aviez enfouis sous le poids de la routine, et soudain vous vous voyez reflété en l'autre. Jung disait que nous nous retrouvons souvent dans le regard de l'autre, et quand ce regard nous transperce, quand il touche quelque chose d'essentiel et de vrai, il est presque impossible de l'ignorer. Même si vous voulez vous échapper, il est déjà trop tard. Quelque chose a été révélé. Ce type de rencontre ne s'annonce pas, n'a pas de fanfare. Parfois il se cache derrière une conversation triviale ou un message innocent, mais quelque chose en vous le sait. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, une énergie qui vibre différemment, un symbole qui insiste. Et plus vous l'ignorez, plus il devient fort, car l'âme ne crie pas, elle murmure. Et quand l'univers veut que vous écoutiez, il utilisera n'importe quelle ressource, une chanson qui apparaît au moment exact, un rêve qui semble trop réel, une pensée persistante que vous ne pouvez pas lâcher. La vie parle en symboles. Le problème est que la plupart ont oublié comment les écouter. Quand quelqu'un entre dans votre vie et bouleverse tout, ce n'est pas nécessairement parce que c'est la bonne personne au sens romantique enfantin. Parfois elle arrive pour vous montrer quelque chose que vous avez besoin de voir, quelque chose que vous portez en vous, et qui ne s'active que lorsque cette autre personne est là. Cela n'en fait pas votre destin, cela en fait votre miroir. Et les miroirs ne reflètent pas toujours ce que nous voulons voir. Il y a une différence abyssale entre aimer quelqu'un et projeter sur quelqu'un ce qui n'est pas guéri. Jung l'a expliqué clairement. Nous projetons sur l'autre nos propres ombres, nos manques, nos désirs et nos blessures non résolues.
Ce que vous admirez aveuglément chez quelqu'un est souvent ce que vous ne reconnaissez pas encore en vous-même et ce qui vous irrite profondément aussi. Alors que se passe-t-il quand l'univers vous met face à quelqu'un qui active tout cela à la fois? Tombez-vous amoureux? Êtes-vous déconcerté? Vous demandez-vous pourquoi vous ressentez tant en si peu de temps? Pourquoi y a-t-il quelque chose chez cette personne qui semble avoir toujours été là? Et la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Cet impact que vous ressentez n'est pas seulement dû à la personne que vous avez en face, mais à qui vous êtes lorsque vous êtes face à cette personne. Ce qui s'éveille en vous, ce qui fait mal, ce qui vibre, ce qui brille. Car oui, il y a des rencontres qui guérissent, mais il y en a aussi qui font mal, et les deux ont de la valeur. Ne confondez pas intensité et vérité, ni destin et attachement. L'univers peut vous montrer le chemin, mais il ne le parcourra pas pour vous. Certaines rencontres semblent destinées, d'autres nécessaires, mais toutes, absolument toutes, sont des opportunités de s'éveiller, de se voir, d'intégrer tout ce que vous avez évité, et de vous rappeler que votre âme, aussi endormie soit-elle, c'est toujours quand quelque chose est réel. Il y a quelque chose de profondément troublant à regarder quelqu'un dans les yeux et à sentir que d'une certaine manière vous regardez vous-même. Il ne s'agit pas de reconnaître des traits physiques ou des similitudes superficielles. Il s'agit de cette sensation inexplicable que l'autre touche des parties de vous que vous ne saviez même pas là. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, et c'est le début du chaos, mais aussi de la clarté. Quand l'univers met quelqu'un sur votre chemin et que vous ressentez cette connexion brutale, ce mélange de fascination et de peur, il est probable que vous soyez face à une projection. Vous le voyez brillant, libre, fort profond, exactement comme vous aimeriez vous sentir. Ou peut-être le voyez-vous froid, évasif, égoïste, juste comme vous craignez d'être ou avez essayé de réprimer. La projection n'est pas une erreur, c'est une opportunité. Ce que vous idéalisez chez l'autre est un indice de vos potentiels oubliés, ce que vous rejetez de vos blessures encore ouvertes. Et quand vous aimez par projection, vous croyez aimer l'autre, mais en réalité vous vous retrouvez vous-même. Vous vous poursuivez à travers une image, un écho, un reflet. C'est pourquoi de nombreux liens qui semblent magiques finissent par être dévastateurs, car tôt ou tard, l'image se brise et vous êtes confronté à l'être réel. Et alors ce qui semblait être le destin devient des illusions, mais ce n'en est pas une. C'est une révélation. La projection ne tombe pas pour détruire le lien, mais pour vous montrer ce que vous ne pouvez plus ignorer de vous-même. Cette personne qui vous attire et vous désarme, qui vous inspire et vous met en colère, qui vous élève et vous confronte, remplit un rôle sacré, être le miroir dont vous aviez besoin pour grandir. Mais cela fait mal, car voir son ombre n'est jamais confortable. Jung la décrivait comme le lieu où vit tout ce que nous ne voulons pas être, mais il disait aussi quelque chose de plus important. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Aimer n'est donc pas seulement un acte de don, c'est un acte de courage. Le courage de voir l'autre sans filtre et le courage de se voir soi-même à travers ce que l'autre éveille. Beaucoup confondent l'amour et fusion, se perdre dans l'autre combler des vides, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée. Et l'univers, quand il veut que vous vous éveilliez, ne vous donne pas ce que vous désirez, il vous donne ce dont vous avez besoin pour évoluer. C'est pourquoi il y a des relations qui, sans durer, marquent des personnes qui, sans rester, transforment des liens qui n'étaient pas pour toute la vie, mais bien pour une vie entière de conscience. Car après eux, vous n'êtes plus le même. Et c'est cela qui est important.
Ne demandez pas pourquoi cette personne est apparue. Demandez-vous quelle partie de vous a été activée par son arrivée. Quelle blessure a-t-elle touché? Quelle force a-t-elle libérée? Quelle vérité a-t-elle montrée? Parfois la personne que nous aimons le plus est celle qui nous confronte le plus, non pas parce qu'elle veut nous faire du mal, mais parce que sa seule existence touche les limites que nous n'avions pas encore franchies. Elle vous met mal à l'aise, parce qu'elle vous montre, elle vous frustre, parce qu'elle vous révèle, elle vous change, parce qu'elle vous reflète. Et c'est là que commence le véritable travail. Quand vous cessez d'exiger que l'autre soit parfait, quand vous réalisez que ce que vous ressentez n'est pas la faute de l'autre, mais votre responsabilité, quand vous décidez de ne pas fuir ce qui s'éveille, mais de l'explorer avec courage, là et seulement là commence l'amour conscient. Jung parlait des complexes comme des noyaux émotionnels qui se forment dans notre enfance, des fragments d'expériences passées qui restent vivants en nous attendant d'être activés. Et devinez quoi? Les relations sont le terrain parfait pour que ces complexes fassent nos surfaces. C'est pourquoi vous vous sentez comme un enfant blessé lorsque vous êtes ignoré. C'est pourquoi vous réagissez avec fureur lorsque quelqu'un s'éloigne. C'est pourquoi vous vous sentez abandonné, même lorsque personne ne vous a quitté, parce que l'émotion n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Seulement maintenant quelqu'un d'autre l'a réveillée. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre, il s'agit de prendre vos responsabilités. La relation n'est pas là pour vous compléter, elle est là pour vous éveiller. Et si elle fait mal, si elle défie, si elle vous bouleverse de l'intérieur, c'est peu, être précisément parce que ce lien n'est pas venu vous apporter la paix, il est venu vous apporter la vérité. Et la vérité au début est toujours inconfortable, mais mieux vaut une gêne qui libère qu'une fantaisie qui endort. Car la fantaisie passe le mirage, se brise, mais l'apprentissage demeure. Alors si vous ressentez quelque chose de fort pour quelqu'un, ne fuyez pas, mais ne vous donnez pas aveuglément non plus. Regardez attentivement, écoutez ce que votre âme essaie de dire. Demandez-vous quelle partie de moi est-ce que je vois chez cette personne? Quelles émotions m'activent-elles que je ne ressens dans aucun autre contexte? Et ensuite écoutez, car votre intérieur sait. La synchronicité n'est pas un hasard, c'est un langage symbolique. C'est l'âme qui vous parle à voix basse. Et si vous n'apprenez pas à l'écouter, vous répéterez les mêmes schémas encore et encore jusqu'à ce que vous soyez prêt à comprendre. Il y a des moments dans la vie qui n'ont pas d'explication logique, des coïncidences si précises qu'il serait naïf de les appeler hasard, des personnes qui apparaissent juste quand vous avez cessé de chercher, des phrases que quelqu'un dit sans savoir quelles sont exactement celles que vous aviez besoin d'entendre, des lieux où vous croisez quelqu'un que vous ne vous attendiez jamais à voir, et vous le sentez. Vous savez que ce n'est pas commun, ce n'est pas accidentel. Carl Jung a appelé ce phénomène la synchronicité, l'apparition simultanée d'événements, sans relation causale apparente, mais unis par un même sens interne. C'est l'âme qui conspire avec l'univers pour que vous voyiez quelque chose, pour que vous vous éveilliez. Les synchronicités en amour sont particulièrement puissantes car elles ne marquent pas seulement un moment, elles marquent un avant et un après. Ils vous trottent dans la tête et ils vous écrivent juste à ce moment-là. Vous avez pensé à son nom en vous réveillant et on vous le mentionne dans une conversation au hasard. Vous vous croisez dans une ville lointaine, à une heure improbable, à un carrefour impossible, et quelque chose en vous dit « ça ne peut pas être un hasard ». Mais que veut vous dire la vie quand cela se produit? Être veut-elle vous montrer qu'il est temps de prêter attention, que votre âme est prête pour une transformation, que l'amour, quand il est réel, ne crie pas, mais insiste. La synchronicité ne vous assure pas que tout sera facile, ni que cette personne est votre autre moitié, mais elle vous indique
qu'il y a quelque chose de profond à vivre avec elle, un processus qui peut être de croissance, de guérison ou de rupture d'anciens schémas. Car la vie ne vous donne pas ce que vous désirez, elle vous donne ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et parfois cela vient déguisé en rencontre. Quand vous commencez à vivre avec une attention symbolique, tout se transforme. Une chanson qui vous poursuit pendant des jours n'est pas seulement une chanson. Un livre qui apparaît juste au moment de la crise n'est pas seulement du papier imprimé. Une phrase prononcée par quelqu'un au hasard devient une révélation. Rien n'est insignifiant quand vous êtes éveillé. Jung croyait que l'âme s'exprime à travers des symboles, que lorsqu'il y a harmonie entre votre monde intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, les signes se multiplient, mais ils n'apparaissent pas avec des lumières au néon. Ils apparaissent dans le murmure, dans le subtil, dans ce qui se répète tant de fois que vous ne pouvez plus l'ignorer, sans vous trahir. La synchronicité ne remplace pas votre liberté de choix, elle ne fait qu'ouvrir une porte. C'est à vous de décider si vous la franchissez, et c'est la beauté de tout cela. L'univers ne vous pousse pas, il vous invite avec délicatesse, avec persévérance, avec des signes que vous seul pouvez interpréter. Si vous sentez que quelqu'un est apparu dans votre vie pour une raison qui dépasse le simple hasard, faites attention. Demandez-vous ce qui s'éveille en vous, quelle histoire intérieure est touchée, quelle partie de vous demande à être vue. Et si maintenant, en écoutant cela, quelqu'un vous vient à l'esprit, ne l'ignorez pas. C'est peut être le signe que vous attendiez. Peut être que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Si ce contenu vous fait penser à quelqu'un, partagez-le avec cette personne. Parfois, une simple action peut ouvrir une porte qui attendait d'être franchie depuis longtemps. Car oui, il y a des âmes qui se reconnaissent avant même d'avoir échangé des mots. Il y a des rencontres qui étaient déjà écrites, non pas sur un papier, mais dans le langage secret de l'âme. Mais reconnaître la synchronicité demande du courage. Car une fois que vous voyez le motif, vous ne pouvez plus le dévoir. Une fois que vous comprenez le message, vous ne pouvez plus faire l'indifférent, et la vie ne redevient plus la même. À partir de ce moment, vous commencez à remarquer tout ce que vous ignoriez auparavant, les signes, les impulsions, les silences, les symboles. Vous commencez à écouter davantage votre intuition et moins vos peurs. Vous commencez à faire plus confiance à ce que vous ressentez qu'à ce que les autres attendent de vous. Et cela change tout, car aimer en conscience est autre chose. C'est reconnaître que chaque relation a une fonction, pas seulement un rôle que chaque personne qui arrive même, celle qui ne reste pas remplit un but dans votre voyage. Et si vous écoutez attentivement, si vous vous permettez vraiment de recevoir ce message, vous découvrirez quelque chose qui va au-delà de l'autre. Vous vous découvrirez vous-même. L'amour véritable et la confrontation intérieure. Non, toutes les rencontres qui semblent magiques ne sont pas douces. Certaines arrivent comme une blessure ouverte que vous ne saviez même pas avoir. Et ça aussi, c'est de l'amour. Même si au début ça n'en a pas l'air, les relations qui nous transforment le plus ne sont pas celles qui nous font flotter, mais celles qui nous font tomber en nous-mêmes. Car aimer, ce n'est pas ressentir des papillons dans le ventre. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et voir votre peur, votre dépendance, votre besoin de contrôle, votre désir que quelqu'un d'autre vous sauve de vous-même. Et ce n'est pas romantique, c'est brutal, mais nécessaire. Carl Jung le disait sans ambages, ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Et l'amour, quand il est réel, ne consiste pas à trouver le partenaire parfait. Il s'agit de voir qui vous êtes quand l'autre vous désarme. Le lien qui semble être le destin n'est souvent pas là pour vous compléter, mais pour vous briser. Là où vous avez construit des murs,
pour que vous puissiez voir la blessure que vous avez couverte, de fierté pour que vous reconnaissiez le manque que vous avez maquillé d'autosuffisance, pour que vous acceptiez que derrière votre force se cache aussi une fragilité non embrassée. Et c'est dans ce tremblement que naît la vérité. Aimer quelqu'un et sentir que quelque chose se brise sans fuir, c'est sentir que quelque chose vous touche au plus profond et ne pas vous fermer. C'est permettre à l'autre d'activer des parties de vous que vous ne saviez pas avoir besoin d'être vues. Cela n'en fait pas un ennemi, cela en fait un miroir, et les miroirs font mal, parce qu'ils montrent. L'ombre est le chemin vers soi. Jung appelait cette partie cachée de nous l'ombre. Ce n'est pas seulement le négatif, le sombre, le refoulé, c'est aussi l'oublié. C'est cette force que vous aviez autrefois et que vous avez perdue. C'est ce talent que vous avez enfoui, par peur de ne pas vous intégrer. C'est ce désir que vous avez caché, parce que quelqu'un vous a appris qu'il était excessif. Et quand quelqu'un touche vraiment votre âme, l'ombre s'éveille. Vous pouvez l'idéaliser, vous pouvez le rejeter, vous pouvez ressentir tout en même temps. Peu importe. L'essentiel n'est pas ce que l'autre provoque, mais ce que cela révèle sur vous. C'est pourquoi il y a des relations qui semblent folles si intenses, qu'elles frôlent l'insupportable si profonde, qu'elles altèrent votre perception du temps si réel, qu'elles vous désarment sans dire un mot, et elles ne se terminent pas toujours bien, car leur fonction n'était pas de durer, mais de vous ouvrir. Quand une relation touche l'ombre, elle vous montre où ça fait encore mal, et cela peut vous amener à blâmer, à fuir, à fermer votre cœur, ou cela peut vous amener à guérir, car il ne s'agit pas d'éviter le conflit, il s'agit de le regarder avec honnêteté, de vous demander, face à chaque émotion intense, quelle partie de moi réagit ici? Cette douleur est-elle actuelle ou ancienne? Est-ce que je vois l'autre ou mon histoire projetée sur lui? Et ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont le début de la liberté. L'individuation et le vrai amour Jung enseignaient que le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment, ne se produit pas dans la solitude, il se produit dans le lien, dans la friction, dans le reflet qu'un autre être humain vous offre sans le vouloir. Et parfois cette personne ne connaît même pas l'impact qu'elle a, mais vous, oui, vous le savez, vous le sentez physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et à ce moment-là, vous avez un choix, vous anesthésiez à nouveau ou regardez à l'intérieur. Car lorsque vous cessez de fuir le miroir et que vous commencez à l'écouter, tout change. Vous ne voyez plus l'autre comme un sauveur ou une menace, vous le voyez comme un messager. Et alors le chaos prend un sens. Ce n'est être pas l'amour que vous imaginiez, mais c'est l'amour dont vous aviez besoin, un amour qui vous pousse à grandir, qui vous fait mûrir, qui vous oblige à cesser de mendier l'approbation et à commencer à vous donner ce que vous attendez que l'autre vous donne. Et dans ce processus, parfois, le lien se termine, mais vous renaissez non pas parce que l'autre vous a complété, mais parce qu'il vous a montré les parties que vous aviez fragmentées. Et cela, c'est ce qui se rapproche le plus de l'alchimie que l'âme humaine peut vivre. Il y a un moment inéluctable où le voile tombe, l'image que vous aviez construite de l'autre se brise, la projection se dissout et vous vous retrouvez face à la réalité. L'autre n'est pas votre sauveur, ni votre refuge, ni votre châtiment. C'est juste un être humain comme vous. Et là, juste là, commence le vrai lien. Parce que vous pouvez enfin aimer sans demander à être sauvé. Vous pouvez enfin regarder sans avoir besoin de combler des vides. Vous pouvez enfin choisir sans nécessité. Jung l'expliquait clairement. L'amour mature n'est ni possession, ni dépendance, ni fusion, c'est une communion.
deux âmes entières, non parfaites, qui marchent côte à côte, sans se perdre, sans se confondre, sans s'utiliser comme béquilles émotionnelles. Pour y arriver, il faut traverser le feu de vos projections, de vos schémas répétés, de vos attentes démesurées. Il faut regarder votre enfant intérieur quand il pleure, parce qu'on n'a pas répondu à son message. Il faut soutenir votre adolescent blessé quand il a l'impression d'être abandonné. Et surtout, il faut prendre la responsabilité de ce que vous ressentez au lieu d'en faire la faute de l'autre. C'est cela l'amour conscient, c'est cela la maturité émotionnelle, car personne n'est venu vous compléter. C'est à vous de le faire. Et à partir de cette intégrité, vous pouvez choisir de partager le chemin avec quelqu'un qui se choisit aussi, non par besoin, mais par résonance. L'amour conscient, présence et transformation, quand vous arrivez à ce point, l'amour cesse d'être un vertige et devient une présence. L'intensité ne disparaît pas, mais sa forme change. Elle ne se manifeste plus par l'anxiété ou l'euphorie, mais par le calme, par une certitude intérieure, par un silence qui ne gêne pas. Et alors, vous pouvez regarder l'autre sans filtre, sans attente, sans contrat invisible. Vous pouvez lui dire « Je n'ai pas besoin que tu me complètes. Je suis avec toi, parce qu'avec toi, je grandis, je me reflète, je me mets au défi et je ne deviens plus moi-même. » C'est le véritable but d'une rencontre profonde. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un rite de transformation. Jung parlait de l'intégration de l'animus et de l'anima, les énergies masculines et féminines à l'intérieur de chaque être humain. Lorsque nous projetons ces énergies sur l'autre, nous cherchons qu'il nous donne ce que nous ne nous sommes pas donné. Nous cherchons la force à l'extérieur, quand nous n'avons pas encore connecté avec notre force intérieure. Nous cherchons le soutien chez l'autre, quand nous ne savons pas nous embrasser nous-mêmes. Mais lorsque nous comprenons que ces énergies sont à l'intérieur, la dynamique change. Vous n'attendez plus de l'autre qu'il soit tout ce que vous n'avez pas cultivé. Vous ne réclamez plus ce que vous vous êtes vous-même refusé, et à partir de là, vous pouvez aimer en liberté. Alors les conflits se transforment en dialogue, les désaccords en opportunités, les crises en ouverture et le lien en chemin. Il n'y a pas de promesse de perfection, mais il y a un engagement. Il n'y a pas de garantie d'éternité, mais il y a une présence réelle. Et cela vaut plus que n'importe quelle histoire idéalisée. Car lorsque vous choisissez d'aimer sans masque, vous devenez responsable de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous donnez, de ce que vous permettez, de ce que vous construisez. Et là, le plus puissant se produit. Vous cessez d'attendre que l'autre comble vos lacunes et vous commencez à combler les vôtres avec votre lumière. Non pas parce que c'est votre obligation, mais parce que votre amour ne naît plus de la peur, mais de l'abondance. Là, l'amour devient un choix. Chaque jour, chaque mot, chaque silence partagé, chaque fois que vous décidez de rester non par manque, mais par conscience quand vous cessez de courir après l'idéal, la vérité apparaît. Et la vérité ne crie pas, n'impressionne pas, ne promet pas. La vérité est simplement là et se reconnaît dans le silence, dans un regard qui n'a pas besoin d'explication, dans une présence qui n'exige rien, mais soutient. C'est le genre d'amour qui arrive après l'effondrement, après l'ego enflé, après avoir blâmé, fui, projeté et pleuré. C'est l'amour qui émerge quand vous n'attendez plus que quelqu'un vous sauve, quand vous comprenez que votre plus grande tâche est de vous habiter et qu'à partir de cet endroit, vous pouvez rencontrer les autres sans cesser d'être vous-même. Les rencontres révélatrices. Jung disait que les liens les plus puissants ne sont pas ceux qui nous complètent, mais ceux qui nous reflètent. Et cette vérité ne peut être maintenue que lorsque vous avez fait le travail intérieur,
quand vous reconnaissez votre ombre et que vous cessez de la projeter sur l'autre, quand vous voyez votre lumière et que vous cessez de la nier, quand vous acceptez que personne ne comblera ce que vous n'avez pas voulu regarder. Et pourtant, vous choisissez de partager votre chemin, non pas pour que l'autre le parcourt pour vous, mais pour marcher à ses côtés. L'amour cesse d'être un besoin et devient communion non fusion, non symbiose, mais cette danse sacrée où deux âmes se rencontrent et se reconnaissent non pas comme des moitiés perdues, mais comme des miroirs conscients. Alors chaque conflit cesse d'être une menace et devient une porte, une possibilité, une révélation, et chaque caresse, chaque mot, chaque silence partagé devient un rite d'intégration, de présence. De fait, l'amour conscient n'est pas parfait, mais il est profondément réel, et cela le rend plus précieux que n'importe quelle histoire construite sur des attentes et des auto-illusions. Lorsque vous intégrez en vous l'anima et l'animus, vous cessez de projeter. Vous n'avez plus besoin que l'autre soit ce que vous n'avez pas su être, et c'est pourquoi vous pouvez l'aimer sans exiger, l'accompagner, sans contrôler, l'honorer, sans dépendre. Ce type d'amour n'a pas de dramatisme, mais il a de la profondeur. Il n'a pas d'idéalisation, mais il a de la clarté. Il n'a pas de feu d'artifice, mais il a un feu intérieur. Et ce feu ne brûle pas, il illumine. C'est le feu qui surgit lorsque deux personnes décident de se voir vraiment, sans masque, sans armure, sans peur, parce qu'elles ne s'aiment plus du vide, mais de la plénitude. Et à partir de là, l'amour devient médecine guérison silencieuse, soin mutuel, espace sacré, non pas pour fuir le monde, mais pour être plus présent en lui. Car lorsque vous vous savez accompagner en conscience, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à l'autre, ni à vous-même, ni à l'univers. Vous remerciez simplement le croisement, le processus, la transformation, et vous comprenez enfin ce que Jung voulait dire quand il a écrit que les relations sont un chemin vers l'individuation, non pas parce que l'autre vous façonne, mais parce qu'il vous montre toutes les formes que vous aviez oublié d'être, et en les intégrant, vous ne faites qu'un avec votre lumière, avec votre ombre, avec votre histoire, avec votre âme. Le but des rencontres, éveil et reconnaissance. Toutes les histoires ne sont pas faites pour durer, mais certaines sont faites pour vous éveiller. Et cela est parfois plus important que toute promesse d'éternité. L'univers ne rassemble pas les gens pour qu'ils se complètent comme des pièces brisées. Il les unit pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils se reflètent, pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Certains liens ne sont pas le destin, ils sont une révélation, une secousse de l'âme qui vient dire « c'est ce que vous n'avez pas encore vu, c'est ce que vous n'avez pas encore guéri, c'est ce qui peut encore être ». Et quand ce genre d'amour arrive, il ne reste pas toujours, mais il laisse toujours une marque, une cicatrice lumineuse, un avant et un après, un écho qui ne s'efface pas parce qu'il n'est pas venu combler vos vides, mais les rendre visibles. Il n'est pas venu vous soutenir, mais vous montrer que vous saviez déjà comment vous soutenir. Il n'est pas venu vous sauver, il est venu vous rendre à vous-même. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. » Et quelle plus grande obscurité que celle qui habite nos relations les plus profondes? Quelle plus grande lumière que celle qui émerge quand nous osons regarder ce que l'autre reflète? L'amour n'est pas la fin du chemin, c'est le miroir où il commence. L'espace où toutes vos parties, les fortes, les brisées, les cachées deviennent visibles. Et à partir de là, vous choisissez de vous aimer, de vous soutenir, de vous honorer. Et si dans ce processus vous décidez de marcher avec un autre, que ce soit par clarté, non par besoin, non par peur, non par le compte,
mais par la vérité. Car lorsque vous choisissez à partir de là, chaque rencontre a un sens, même celles qui font mal, même celles qui ne restent pas, même celles qui semblent n'avoir été rien, mais qui ont tout changé. Et alors vous regardez en arrière avec la certitude que rien n'a été vain, que chaque croisement, chaque mot, chaque adieu, chaque signe avait un but, non pas celui que vous imaginiez, mais celui dont vous aviez besoin. Et vous êtes reconnaissant pour ce qui a été vécu, ressenti, appris, parce que maintenant vous savez que toutes les rencontres ne sont pas fortuites. Certaines viennent avec des symboles, d'autres avec des ombres, et les plus importantes avec un miroir. Et face à ce miroir, vous décidez non pas si vous restez ou si vous partez, mais si vous êtes prêt à vous voir, à assumer ce que vous voyez, à vous transformer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose en vous a vibré avec ces mots, si vous avez pensé à quelqu'un ou à vous-même, n'ignorez pas ce signe. C'est peu être la synchronicité que vous attendiez. Peut être que ce n'était pas seulement une vidéo, mais une rencontre avec vous-même, avec votre vérité, avec votre âme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et continuez ce voyage avec nous. Il y a encore beaucoup à découvrir, et parfois tout commence par un seul pas. Peut être celui-ci, peut être maintenant.